Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. À l'instar des écoles laïques, les cours ont repris dans les établissements confessionnels avec pour credo de bâtir une école d'excellence. Le constat de nos reporters dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, le JNIM a encore frappé à Kayo, Mali. Les djihadistes ont détruit des dizaines de camions citernes et ont réaffirmé leur blocus dans la région. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, les élèves et enseignants des établissements confessionnels ont démarré les cours le lundi 8 septembre dernier. Une incursion dans leur milieu a permis à nos reporters de vivre l'atmosphère qui prévaut entre responsables d'école, élèves, enseignants et parents, tous déterminés à s'inscrire dans la vision d'une année d'excellence. Voici donc le constat de Assita Diarra. Quartier avocatier dans la commune d'Abobo. Dans cet établissement confessionnel islamique, la reprise des cours est effective. L'école fait peau neuve pendant que les inscriptions se poursuivent. Cette année, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des enseignants pour une année scolaire de qualité. Depuis le premier jour, tout le monde a son poste. Et Dieu merci que c'est respecté. Bon, les élèves, nous sommes à peu près à 900 élèves actuellement qui sont déjà inscrits. Et on a prévu aussi la formation. On va insister beaucoup sur la formation de nos personnels cette année. On va doubler d'efforts pour être dans le thème de Madame le ministre, qui est vraiment une école de qualité. L'ancien Éconé, parents d'élèves, salue l'efficacité de l'équipe en charge des formalités d'inscription. Les élèves, quant à eux, sont déterminés à réussir leur année. L'accueil est chaleureux. Lorsque vous venez, les enseignants ils sont accueillants, ils sont courtois. Pour l'inscription aussi, je pense que c'est la meilleure méthode. Là, les parents partent satisfaits et l'école aussi joue bien son rôle. Je suis très heureuse de revoir mes voisins de classe. C'est une école d'excellence. Dans le même secteur, c'est la même ambiance dans cet autre établissement confessionnel islamique. Ici, c'est l'heure des révisions sous l'œil vigilant des directeurs des études arabes et français. Effectivement, nous sommes en plein pied, comme vous l'avez constaté. Nous avons véritablement commencé les cours. Dans l'ensemble, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a encore des parents qui sont en retard. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter ces parents-là à hâter les pas. Parce que quand les cours commencent, il y a un volume horaire à atteindre. Et donc, on ne peut pas attendre. Je suis venu pour l'excellence de mes enfants. Je trouve que tout se passe bien. On a remis la carte sans difficulté. Ça s'est bien passé. Donc, vraiment, les parents d'élèves, on est vraiment très contents. Tout à l'heure, je vais l'accompagner en classe. Toujours dans la commune d'Abobo, au quartier Akekoa, c'est la réunion des rentrées scolaires avec les enseignants. Mais aussi le moment propice pour des conseils d'usage aux élèves. On a commencé à la date prévue par Madame le ministre, notamment le lundi 8. Et cette année, vraiment, nous misons sur l'excellence. Ça nous tient beaucoup à cœur. Les résultats que nous avons eus l'an passé, nous osons croire que cette année, on va doubler d'efforts pour que les résultats puissent être revus à la hausse. C'est la raison pour laquelle tous les enseignants ont été convoqués. La réunion des rentrées s'est bien tenue, les cours ont bel et bien commencé et nous sommes disposés à accompagner les enseignants afin que vraiment les choses se passent comme il se doit. Au niveau des enfants, il faut dire qu'à chaque fois on passe, on leur donne des conseils au niveau de la tenue, au niveau du comportement, au niveau du civisme, le respect des enseignants, le respect de la hiérarchie, pour que vraiment l'excellence que nous prenons au niveau de l'établissement soit de mise. Conscients des défis à relever cette année, les enseignants sont confiants. Les élèves sont bien motivés pour la reprise. Voilà, d'autres ont fait des cours de vacances et d'autres ils étaient en vacances. Ils sont revenus avec une motivation qui est satisfaisante. Il y a une synergie, d'autant plus qu'on a tenu une réunion d'entrée avec monsieur le directeur et la fondation également. Et donc la motivation est là. Voilà, tout est en place, les cours sont effectifs. Et donc on est prêt pour poursuivre l'année. Depuis le lundi 8 septembre dernier, près de 9 millions d'élèves ont repris les chemins de l'école sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Placés sous le thème « Une éducation de qualité, les vieux de transformation durable de la Côte d'Ivoire », les établissements confessionnels, tout comme les écoles laïques, sont tous engagés à achever le programme de l'année.
Toujours dans le domaine de l'éducation, un autre constat, mais dans les écoles laïques cette fois. Depuis le 8 septembre 2025, les élèves ont repris les cours. Une semaine plus tard, l'ambiance est studieuse. Élèves et enseignants sont bien présents. Toutefois, les inscriptions se poursuivent encore dans certains établissements privés. Georgette Ido Fofana. Les pratiques religieuses. Ambiance studieuse au collège Saint-Pierre-Charles d'Abobo Banco. Dans cette salle de classe de seconde A, les élèves suivent avec attention le cours d'histoire. Cahier ouvert, regard concentré. Ici, l'année scolaire est bel et bien lancée. Nous avons commencé les cours effectivement le 8. Nous sommes toujours à notre premier cours. Alors, on n'a pas encore fini la première leçon. Donc nous sommes à notre deuxième séance de la première leçon. Tout se passe bien. Comme vous pouvez le constater, les élèves sont là. L'établissement a réouvert ses portes depuis le 8 septembre, conformément au calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Dans cette autre classe, les cours se déroulent normalement. Nous sommes en train de faire un cours qui parle des dernières vacances au village. Le professeur, il explique très bien, qu'on comprenne, même quand tu ne comprends pas l'anglais. La manière qu'il explique, tu comprends très bien. Cependant, les inscriptions se poursuivent encore. Les retardataires continuent d'être reçus à l'administration. Je suis venu ce matin pour l'inscription de mes deux enfants. Il y a ma fille qui est en 3e et l'autre en seconde. Puisque je suis en retard, c'est aujourd'hui, moi, je suis venu pour inscrire mes deux enfants. Selon le directeur des études, toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire réussie. Le personnel est au complet, les emplois du temps sont stabilisés et les élèves sont de plus en plus réguliers. À partir du 8, les cours ont commencé. Les élèves inscrits sont là, les enseignants sont là. À 7h25, nous avons fait le salut au collège, tout se passe très bien. Même atmosphère au groupe scolaire Mamadou Koulibaly d'Abobo. Dans une salle de 6e, les élèves sont en plein cours de français, ponctué d'interventions dynamiques et d'échanges entre professeurs et apprenants. C'est lui qui expédie, c'est lui qui écrit. Depuis qu'on a commencé, ça va, je m'en sors. On a fait histoire géo, maths avec français. 6e n'est pas dur. C'est un peu même chose comme le cours de CM2. Dans une autre classe, ce sont les mathématiques qui occupent l'attention des élèves. Nous sommes à la deuxième séance. La semaine prochaine même, je vais faire une interrogation. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, chacun révise ses notes et peaufine ses séquences pédagogiques. L'ambiance est studieuse, presque silencieuse, signe d'un engagement professionnel sans faille. À l'administration, les responsables continuent de recevoir les parents pour finaliser les inscriptions et répondre aux préoccupations. L'établissement entend recevoir environ 1500 élèves. Les choses se déroulent normalement. On a commencé à tous les niveaux. Tous les enseignants, ils ont leur emploi du temps. Et les progressions sont mises à leur disposition. Tous les cahiers de tests sont disponibles, les cahiers d'appel sont disponibles. Tous les enseignants pédagogiques sont à leur disposition. Donc je ne pense pas qu'il y ait un petit problème pour pouvoir nous ralentir dans notre élan. Partout, la même détermination. Élèves, enseignants, encadreurs, tous semblent animés par un même objectif, faire de cette nouvelle année scolaire une réussite collective. Intéressons-nous à présent à ce SOS à Bobo Samanké. La douleur d'une famille s'exprime à travers les pleurs du petit Mohamed, âgé de 3 mois et atteint d'hydrocéphalie. Sans moyens, son père Brahima Oudraogo sollicite de l'aide pour sauver son enfant pendant que la mère prie pour un miracle. Les faits sont relatés par Ansita Diarra, Abdoulaziz Darame, Moussa Traoré et Dieudonné Siloué. Attention aux images, âmes sensibles, s'abstenir. À Bobo Samanké, c'est ici que vit Brahima Oudraogo, ancien pompiste dans une station-service, aujourd'hui au chômage. La vie de sa petite famille a basculé dans la détresse depuis la naissance de son fils Mohamed, âgé de seulement 3 mois. Le nourrisson souffre d'une hydrocéphalie, une épreuve insoutenable pour son père. Nous avons, comme on appelle, un problème concernant notre bébé. Avant 2 mois, la tête a commencé à prendre du volume. Donc, nous nous sommes rendus dans un centre médical pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et on m'a dit comme ça qu'il y a l'eau dans la tête, tout ça là. Et puis on m'a donné un papier pour pouvoir aller faire scanner, IRM. Le scanner, on me parle de 50 000. IRM, 150 000. Bon, tout ça là, bon, ça fait 200 000. Que pour quelqu'un qui ne travaille pas, il va faire comment?
Moi, je suis au chômage. J'étais pompiste, j'ai perdu mon emploi. Actuellement, c'est difficile, ça ne va pas. Mon schéma dit. C'est madame même qui me soutenait un peu. Bon, avec cette situation-là aussi, bon, c'est devenu plus difficile encore. Avec ses faibles ressources, Brahima désemparé peine à survenir aux besoins de sa famille. Après scanner IRM, il y a d'autres choses à faire encore. Parce que après tout ça, là, ils vont faire sortir maintenant la facture, voilà, pour pouvoir faire l'intervention. On m'a dit qu'on doit faire une chirurgie. Voilà, donc c'est après toutes ces analyses-là que nous allons faire, comme on appelle, l'intervention. Mais franchement, ça ne va pas. Voilà, il n'y a pas de solution. Bon, j'ai couru un peu à gauche, à droite, tout ça là pour chercher une solution. Mais franchement, c'est difficile. Pardon. À ses côtés, la mère de l'enfant, le cœur meurtri, elle ne cesse d'élever des prières dans l'espoir d'un miracle pour sauver son bébé. Quand je me lève le matin, je vois qu'un enfant en souffre, puis la tête prend volume, puis la nuit, l'enfant ne dort pas, il pleure seulement. Ça me fait très très mal même. Ça touche mon cœur même. Je n'arrive pas à dormir même, à cause de cette situation-là. C'est mon 5e enfant qui est là. Maintenant, quand il fait enfant, il fait fausse couche. Je ne vois pas mon enfant là, mais il se retourne. C'est à cause de ça, maintenant, 5e là, on m'a dit qu'il m'a demandé de partir faire opération. Pour qu'il y ait à voir lui là, donc il s'est parti faire opération. C'est dans l'opération là, on m'a dit que l'enfant a pris l'eau sale. Mais ça allait, maintenant là, il voit que cette tête là, c'est en train de grossir pour aller. Donc là, il ne comprend pas. Je veux que maintenant vous n'ayez qu'à m'aider. Une douleur également partagée par Aïcha, la tante du petit Mohamed, qui ne reste pas insensible à la souffrance de sa sœur et de son beau-frère. Quand je vois ma grande sœur dans cet état, ça me touche. Ça me touche vraiment. J'ai très très mal. Parce qu'une mère, jusqu'en 5e, c'est pas facile. Voilà, ça me touche. C'est que je voulais que ma grande sœur n'a qu'à se retrouver, le bébé aussi n'a qu'à se retrouver. Pardonnez, aidez-nous. Nous n'avons rien. On ne dort pas. Matin comme soir, on se promène. On n'a rien. Le petit Mohamed a besoin d'une intervention urgente pour vivre. En tout cas, c'est le vœu le plus cher de ses parents qui ne réclament rien pour eux-mêmes. Seulement, une aide pour offrir une chance de survie à leur enfant. Vivement que le sort de cet enfant entraîne un élan de solidarité en vue de le sauver. Et puis, souvenez-vous du petit Sékou Diabaté qui, pendant les vacances scolaires, cirait des chaussures pour donner un coup de main à sa famille. Touché par son témoignage lors d'un reportage de la rédaction de RTI2, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a reçu le garçon et ses parents pour leur apporter un appui financier dans le but de lutter contre le travail des enfants bannis par l'État ivoirien. Le reportage est signé Ansita Diarra, Seydou Ouattara et Mariam Diallo. Je peux être paresseux, rester dans la maison à chaque fois. J'ai sorti pour me défendre un peu, pour avoir un peu d'argent pour aider mes parents aussi. Cette vidéo qui relate le quotidien de Sékou, élève au primaire sur heure durant les vacances scolaires pour soutenir sa famille, est devenue virale après sa diffusion au journal télévisé de RTI2. Touchée par son histoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, a reçu ce jour l'enfant et sa famille dans la commune du Plateau dans le but de leur apporter assistance. Le travail des enfants est interdit en Côte d'Ivoire et sévèrement puni par la loi. Donc on a voulu savoir quel était le problème et on a vu que Sékou veut aider sa maman qui a déjà des activités et on va l'appuyer à travers le fonds Femmes et Développement pour pouvoir agrandir son commerce, mais Sékou n'aura plus droit pendant les vacances à travailler. Heureuse, la famille témoigne sa gratitude au gouvernement. Il remercie la ministre, le président Alassane Ouattara et sa femme. Pendant les congés, les vacances, il va rester à côté de moi. Toujours, je lui dis ça, il dit, mon problème n'a qu'à arriver dans sa tête. Papier, il n'a qu'à regarder ses papiers seulement, il peut faire pour m'enlever dans la souffrance. Et je suis devant Dieu que je ne vais plus me retrouver au Plateau encore.
Merci papa Ado, merci maman Dominique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne plus que ça encore. Sekou compte rester un élève brillant pour réaliser son rêve de devenir militaire en vue de défendre son pays et sortir sa famille de la précarité. À l'international au Mali, le GNIM a attaqué hier un important convoi de camions-citernes en provenance du Sénégal et qui circulait en direction de Bamako sous escorte militaire. Une attaque similaire avait déjà eu lieu le samedi dernier. Plusieurs dizaines de ces engins ont été détruits et des militaires tués. Les djihadistes imposent un blocus dans la région de Kaï depuis le 3 septembre dernier. L'armée affirme avoir vigoureusement réagi. Retour dans notre pays pour parler sport. La Côte d'Ivoire a confirmé au Rwanda lors de l'Afro-Basket U16 masculin et féminin 2025 qu'elle fait partie des grandes nations de la discipline. Les garçons ont été sacrés champions quand les filles ont occupé la 2e place. Pendant ce temps, le championnat de Ligue 1 de football est dominé par le Stella Club. Les détails dans cet élément signé Jean-Baptiste Assouan. Jean-Philippe Oka, Raphaël Ouedraogo et leurs partenaires ont écrit l'histoire du basket ivoirien en étant la première génération à finir champion d'Afrique Afro-Basket U16. Les Éléphantaux ont totalisé 6 victoires en 6 matchs dans cette compétition. Le dernier en date, ce dimanche 14 septembre 2025, avec la victoire en finale face aux Lionceaux du Cameroun sur la marque 62-49. Les Éléphantaux ont remporté 3 cartons sur 4, 15-12, 8-9, 15-9 et 24-19. Au niveau des récompenses individuelles, nos Américains, Raphaël Ouedraogo et Jean-Philippe Oka, ont tiré leur épingle du jeu. Les 2 joueurs terminent dans le 5 major de l'Afro-Basket U16. Le jeune Oka va un peu plus loin en étant le meilleur athlète MVP avec 16,5 points, 11 rebonds. Après 12 ans d'absence, les filles U16 ont assuré. Les Éléphantaux terminent vice-championnes d'Afrique, 66-54 en faveur des Égyptiennes. Tel est le score de la 9e édition de l'Afro-Basket U16 filles Kigali 2025. Tout comme les garçons, elles se qualifient pour le mondial des U16 en 2027. Marie Diomondé capte le titre de meilleure marqueuse avec 92 points marqués tout au long de la compétition et Emmanuela William, meilleure rebondeuse avec 83 rebonds gobés. Bonsoir Jean-Sylvain Esso. Bonsoir Guy Michel. Comment allez-vous? Je vais bien. Afro-Basket U16 2025, la Côte d'Ivoire a brillé à Kigali. Justement, qui sont les artisans de cette belle victoire ivoirienne? D'abord, il y a le sélectionneur des éléphants U16, Afi Anderson, pour la qualité donc, de son coaching. C'est un monsieur qu'on respecte au niveau donc, du basket ivoirien, puisqu'il a été d'abord excellent joueur avec l'ASEC, l'Africa, avec l'ABC Club, avec lequel il a remporté 15 fois d'affilée le titre de champion de Côte d'Ivoire en tant qu'entraîneur adjoint. Il a remporté donc 2 titres. Il a été également à la balle en tant qu'entraîneur adjoint. Il a remporté donc 2 titres avant donc de créer lui-même sa propre équipe JTS Fusion. Il a remporté donc le championnat N3, l'équivalent de la 3e division. En 2023, en 2024, il est champion donc, de la N2 et puis en 2025, il s'apprête donc à compétir au niveau donc, de la N1. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui est chevronné, qui est allé chercher des garçons, qui a mis en place un système de jeu qui a véritablement payé. Bravo donc à cet entraîneur-là qui a accéléré sa préparation sur le volet offensif et puis derrière, au niveau donc, des tâches défensives, là, il a confié ce secteur-là à son adjoint, Coach Billet, alias Olaloa, qui a bétonné donc, le jeu, qui a préparé une équipe conquérante, une équipe compétitive qui est allée donc chercher pour la première fois le sac. À côté donc du sélectionneur Anderson, on a ce joueur qui a terminé MVP, qu'on découvre, qui a illuminé les parquets donc, rwandais. Il s'agit donc de Jean-Philippe Oka. Alors c'est un garçon que les Africains découvrent ou les Ivoiriens découvrent pour la première fois, mais nous qui suivons donc la balle au panier ne sommes pas étonnés de le voir à ce niveau parce qu'il a été piqué depuis le berceau par le virus du basketball. Son père a été l'un des meilleurs tireurs à 3 points donc, de sa catégorie avec le club de Azur dans la Ligue 1, dans le championnat ivoirien. Il a évolué donc en N2 avant donc de partir donc aux États-Unis grâce donc à la collaboration d'un certain Vira qui est aux côtés de la fédération qui permet donc à ces jeunes athlètes-là de monnayer leur talent ailleurs. Et puis derrière, il faut saluer la politique remarquable du président de la fédération, du comité exécutif dirigé par le président Moussa Diarra qui depuis son élection, depuis son intronisation en décembre 2023 a mis un point d'honneur sur la formation des jeunes. Et puis derrière, il a accompagné également les techniciens. Donc tout ça pour permettre donc à la Côte d'Ivoire d'aller chercher donc le trophée. Bravo donc aux garçons, bravo également aux filles qui ont eu le privilège de battre le Mali, de mettre fin à l'invincibilité du Mali parce que sur les 8 dernières éditions, eh bien, le Mali a dominé donc toutes les compétitions. Il a fallu la présence des éléphants pour mettre fin à cette domination-là malienne. Bravo donc à tout le monde et puis on espère tout simplement qu'on aura encore d'autres trophées.
Alors, les éléphants filles et garçons peuvent-ils faire une bonne campagne au mondial? Oui, ici, c'est vrai que l'adversité sera quand même de taille, mais ils ont là une aubaine, une lucane de s'exprimer, de montrer aux observateurs donc, de cette compétition à venir là, que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes joueurs de basket, d'énormes également filles intéressantes dans le domaine du basket. C'est possible d'aller titiller les Français, les Américains, même si quand même les États-Unis dans les deux catégories sont intouchables. Mais c'est un rêve pour ces garçons-là. Le plus dur a été déjà atteint, c'est de se qualifier pour cette compétition-là. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire et la Fédération vont mettre tout en œuvre pour permettre à ces garçons-là de rêver. Ils ont surpris agréablement les observateurs donc, de cet afro-basket au Rwanda. Pourquoi pas ne pas surprendre donc, ceux du mondial à venir. Merci beaucoup Jean-Sylvain Risso. À très bientôt. Oui, on se retrouve lundi prochain. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même canal, même heure et surtout avec le même plaisir de vous servir. Bonne soirée sur RTI2.